Ici la voix maudite. Ha 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 ha. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour technoguerriers et technoguerrières, soyez les bienvenus sur la voie maudite. Comme toujours, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et ses deux passionnés en vous abonnant, en likant, en commentant et en partageant cet épisode. Vos deux serviteurs vous remercient déjà de votre voyage avec nous dans cette aventure. Au travers de votre épisode des carnets du MechWarrior, nous allons nous pencher sur l'armure de combat et son évolution au cours des siècles. Nous nous intéresserons à la description de l'armure, à son histoire dans la timeline de Battletech, et enfin, nous nous pencherons sur 3 modèles qui ont façonné l'histoire de cette infanterie d'élite. Installez-vous confortablement, réglez vos senseurs auditifs et attachez votre ceinture. C'est parti! L'armure de combat, ou la variété plus légère appelée armure de puissance, constitue le gros de l'infanterie blindée. L'amélioration de la résilience, du confinement atmosphérique et de la puissance de feu de l'armure de combat la rend plus efficace que l'infanterie standard dans une variété de situations et lui permet de remplir un panel de rôles différents. Cela a néanmoins un coût financier, rendant l'équipement d'infanterie en armure de combat plus onéreux que de l'infanterie classique. L'histoire de l'évolution de l'armure de combat commence au XXIVe siècle, avec un prototype appelé exoskeleton ou exosquelette. C'est sur base de ce prototype que les premières armures de combat sont apparues au début du XXVIIIe siècle dans la Star League. Elles n'ont cependant pris de l'importance sur le champ de bataille qu'à partir du moment où le clan Wolf a fait ses débuts avec l'élémentaire au milieu du XXIXe siècle. Les armées de la sphère intérieure ont commencé à déployer des armures de combat au milieu du XXIe siècle. Ces combinaisons étaient basées sur des armures de combat de clans capturés ou récupérées lors de l'opération Revival. Il arrive que l'armure de combat soit également appelée armure tactique. L'armure de combat varie en masse entre 80 et 2000 kg, y compris la masse de l'occupant. Les combinaisons utilisent des cadres exosquelettiques et une armure de protection qui, en combinaison avec différentes quantités de myomères, peuvent augmenter la force et ou la vitesse du porteur. Le myomère est un analogue artificiel des muscles biologiques, avec un rapport force-poids plus élevé. Ces muscles synthétiques s'utilisent avec du courant électrique. Par contre, leur résistance dépend de la quantité de fibres activées et non du courant fourni. Il est à noter que certaines classes d'armure de combat ont juste assez de myomères pour permettre à l'infanterie à l'intérieur de porter ou de déplacer la masse de la combinaison elle-même. L'armure de combat peut être vaguement bipède, humanoïde ou quadripède. L'armure de combat est classée à la fois par masse et par type de locomotion. Les combinaisons de combat bipèdes sont actionnées par des capteurs de pression qui tapissent le boîtier qui maintient le soldat. Si l'occupant se déplace, le mouvement est rapidement traduit en mouvement basé sur les myomères. L'armure de combat bipède peut également offrir une capacité de saut ou un vol limité, augmentant la manœuvrabilité du soldat, un autre avantage distinct par rapport à l'infanterie conventionnelle. Alternativement, les combinaisons de combat quadripèdes tiennent un soldat dans un cockpit exigu et fonctionnent de la même manière qu'un petit véhicule de combat ou quad battlemech. L'armure de combat peut être équipée d'une variété d'armes et d'équipements fixes et ou modulaires. Elle remplit une grande variété de rôles de combat. La plupart des combinaisons utilisent une certaine forme d'armes anti-mech et ou antipersonnelles. Ces systèmes d'armes sont principalement de nature énergétique, balistique ou sous forme de missiles.
bien que l'armure de combat puisse manier des explosifs et des tasers. Le montage de ces armes de manière modulaire permet la personnalisation, par exemple la préférence des gauchers, et sont particulièrement utiles, notamment les systèmes de missiles de l'armure de combat de la sphère intérieure, qui entravent la fonction de jet de saut jusqu'à ce qu'il soit jeté. Les combinaisons de combat bipèdes peuvent également monter des griffes de bataille articulées en myomère et des manipulateurs qui sont particulièrement efficaces pour littéralement arracher le blindage des battlemechs. Le support de vie de l'armure de combat, les capteurs et l'équipement furtif sont également courants. Bien que leur capacité exacte dépende de l'armure en question, par exemple, l'armure élémentaire est réputée pour son système de survie et ses médicaments de combat par voie intraveineuse, ce qui augmente la durabilité et la survie des soldats élémentaires déjà surhumains. Afin de faire fonctionner l'armure et tout l'équipement, les combinaisons de combat utilisent de grosses batteries. Si ces armures de combat sont en mesure de se déployer à bord d'un omnimech, la combinaison aura également des adaptateurs pour se connecter aux communications et charger leur batterie pendant les missions. Les armures de combat des clans sont un peu plus résilientes que leurs successeurs de la sphère intérieure, non seulement en raison de leur infanterie élémentaire, mais aussi parce qu'elles possèdent un équipement d'étanchéité atmosphérique utilisant un gel durcissant appelé Argel, qui a été découvert au milieu du XXIXe siècle. Lorsqu'elles sont utilisées correctement, les troubles blindés de combat peuvent facilement surpasser leurs frères conventionnels et même vaincre des véhicules et des mechs. Leur armure et leur armement supérieur, associés à leur taille à peu près humaine, en font de bonnes forces pour se battre dans les zones étroites où les mechs et les véhicules ont du mal à manœuvrer. En 2703, les ingénieurs en armes, chargés de protéger l'hégémonie terrestre contre les agresseurs potentiels, ont tenté d'armer des exosquelettes industriels environ 7 siècles après leur apparition sur Terra. Le système était destiné à augmenter la capacité de survie de l'infanterie, des unités préférées pour les actions d'embarquement naval, des opérations spéciales et de la reconnaissance furtive. Le processus a été lent et difficile, nécessitant 20 refontes et un investissement important. 15 ans de prototypes ont finalement conduit aux essais sur le terrain de la première armure de puissance de combat, la Nighthawk Mk-21 en 2718. La Nighthawk PAL a fait ses preuves au cours de 2 années supplémentaires d'essais sur le terrain et est secrètement entrée en service avec les forces armées spéciales de la Star League, également connues sous le nom de Black Hearts, en 2720. Les Nighthawk ont été secrètement utilisés à l'avant-garde des opérations spéciales de la Star League avec une efficacité impitoyable. Les grandes maisons rivales avaient tout entendu des rumeurs de nouveaux soldats armés du pouvoir, mais la Star League a su garder son projet secret. Lorsque la guerre de succession de Devion, connue sous le nom de Seconde Guerre cachée, a commencé, opposant le combinat Draconis au Soleil fédéré, les soldats Black Heart équipés de Nighthawks sont entrés secrètement contre les forces du combinat Draconis pour effectuer des essais de combat sur Marduk. Au cours des mois d'opérations ultérieures, les Black Hearts ont éliminé de nombreuses unités DCMS et des cellules de renseignement stationnées dans tout le combinat. Une fois que la Star League a décidé d'intervenir, le général Rebecca Fetladral a ordonné aux Black Heart de mener une reconnaissance massive. Tout ce travail sur le terrain a été facilité par l'utilisation de Nighthawks. Dans les 2 séries d'opérations, les Nighthawks sont restés anonymes. En fin de compte, l'hégémonie a réussi à garder ses forces d'opération spéciales strictement secrètes jusqu'à la chute de la Star League, date à laquelle Alexander Kerensky et ses subordonnés ont effectivement effacé le Nighthawk de tous les rares enregistrements restants. L'armure de combat moderne a été développée par le clan Wolf au milieu du XXe siècle.
Afin de récolter les riches ressources des mers profondes de Dagda, le clan Goliath Scorpion a introduit des exosquelettes de plongée en titane, surnommés élémentaires de l'eau, en 2842. Impressionnés par cette nouvelle technologie de leurs voisins, les scientifiques du clan Wolf, conscients du potentiel martial des exosquelettes, ont demandé à leurs marchands d'échanger 20 ans de droits d'exploitation des ressources sur leur enclave océanique de Dagda contre la technologie permettant de produire les exosquelettes. Secrètement, les scientifiques du clan Wolf ont ensuite armé le système afin d'améliorer l'armure de puissance légère Nighthawk de l'ère de la Starling. Après plusieurs essais, les élémentaires polyvalents sont devenus la norme en 2867. L'année suivante, en 2868, les élémentaires ont vu le combat pour la première fois. 2 stars d'armure de combat ont combattu dans un procès de possession contre une star de mec léger de la galaxie Delta du clan Novacat. L'armure de combat a remporté une victoire étonnante, ce qui promit une nouvelle ère au cours de laquelle l'infanterie serait à nouveau capable d'une action militaire offensive. Alors qu'ils étaient laissés seuls, les Hells Horses ont développé de leur côté leur propre nouveau protocole d'élevage et d'héritage génétique, créant l'infanterie surhumaine, le phénotype qui serait bientôt nommé élémental, d'après l'armure. Avec leur premier Sipco, surhumain à quelques années de leur majorité, le clan Hells Horses a agi rapidement pour s'assurer que leur infanterie serait bien équipée. Le Khan Eric Amirholt du clan Hells Horses et le Khan Alexis Ward du clan Wolf se sont entendus pour utiliser un procès de possession comme moyen d'échanger leurs avancées technologiques. Après une série de contre-offres, les 2 clans se sont entendus sur une série de 3 procès en 2868. Le clan Wolf a remporté 2 des 3 épreuves, tandis que le clan Hells Horses en a remporté 1. À la fin des 3 joutes, les 2 clans étaient satisfaits d'avoir obtenu soit des lignées élémentaires, soit l'armure de bataille signature. Malheureusement pour les 2 parties, le clan Jet Falcon a fait un raid juste après les procès, emportant à la fois l'armure de combat et les phénotypes élémentaux, ce qui finirait par entraîner la propagation des 2 technologies dans les mondes des clans. Parallèlement à ces événements, le clan Hells Horses fut également le pionnier des plans d'une armure de combat mécanisée basée sur mech. Par rapport à d'autres types d'infanterie, les élémentaires ont beaucoup plus d'armure et de puissance de feu, mais ne sont que légèrement plus mobiles. Sans une amélioration significative de la mobilité ou de la portée des armes, les élémentaires seraient contraints soit à des offensives dans les environnements extrêmes, soit à des tâches défensives sur Terre. Les véhicules de combat pouvant fournir une mobilité bien nécessaire aux élémentaires manquaient de durabilité et de maniabilité sur des terrains difficiles. Les scientifiques du clan Hells Horses ont fourni une autre solution. Alors que les premiers Sipco élémentaires atteignaient le terrain en 2870, le clan Hells Horses a introduit le premier omnimech maison, le Nova. Il était équipé de poignées, de ports de communication et de prise de courant pour ses passagers élémentaires. Déployé dans des unités également appelées Nova, le Nova Omnimech pourrait fonctionner de manière concertée avec ses élémentaires. Un changement révolutionnaire dans les doctrines de combat d'infanterie du XXe siècle. La capacité innovante d'armure de combat mécanisée de la Nova est devenue la norme sur toutes les conceptions Omnimech ultérieures. L'armure de combat a été introduite, ou plutôt réintroduite dans la sphère intérieure par les clans lors de l'opération Revival en 3050. Les clans envahisseurs ont utilisé des élémentaires dans leur attaque, ce qui a perturbé les défenseurs de la sphère intérieure et a causé de grands dégâts. En réponse, l'industrie militaire de la sphère intérieure a tenté de désosser la technologie employée par les clans. Heureusement pour la sphère intérieure, leur complexe milito-industriel possédait plusieurs avantages afin de combler rapidement cet écart technologique important. Un autre facteur déterminant fut l'accès par Comstar au disque Terran,
bien que largement purgé avant l'exode d'Alexander Kerensky, faisant allusion aux unités secrètes Nighthawk. Inspiré, Comstar a tenté de reproduire l'armure Nighthawk en secret au début du XXe siècle, bien avant l'invasion des clans, sur la base des données limitées restantes. Leurs efforts ont produit l'armure de puissance Tornado, ce qui permit plus tard d'améliorer rapidement la courbe d'apprentissage pour l'utilisation des armures de combat post-invasion. De plus, la sphère intérieure a été en mesure de lancer rapidement leur production en raison des richesses, des ressources abondantes en matières premières, des ouvriers et des équipes de conception compétentes. Les nombreux habitants de la sphère intérieure ont également fourni suffisamment de soldats de stature physique suffisante pour compenser les protocoles d'élevage et d'accouchement élémentaires des clans. Le déploiement d'armures de combat de la sphère intérieure étant principalement limité au nombre de soldats entraînés, cela a incité les commandants à réserver des armures de combat pour des opérations spéciales. D'énormes efforts ont été faits pour accélérer le développement des armures de combat. Les premiers exemples d'armures de la sphère intérieure ont été déployés avec succès dans l'espace d'1 an seulement après le début de l'invasion du clan. Le sauvetage et la capture de l'armure élémentaire des clans a également conduit à produire des armures similaires pour la sphère intérieure. Les précurseurs de l'armure de combat standard de la sphère intérieure étaient prêts pour la bataille de Lúthien en 3051, et un raffinement supplémentaire a amélioré les performances des armures à temps pour que les gardes Comstar se déploient sur la bataille de Toukaïd en mai 3052. La sphère intérieure a mis du temps pour combler son retard sur l'armure des clans. Ses premiers essais se sont révélés infructueux tant au niveau du blindage que des armes embarquées ou de la mobilité. Cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'au bout, et j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu à l'écoute autant qu'il ne m'a plu de l'écrire. N'hésitez pas à partager vos impressions avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire et c'est motivant. L'univers de Battletech est vaste et passionnant. Je me suis grandement inspiré de l'article sur Sarna pour préparer cet épisode. Le lien est en description. Saviez-vous qu'il existe 83 types de Battle Armor différentes et qu'il existe quasiment un article par armure de combat? Cet univers est colossal. Retrouvez-en rapidement un nouveau fragment sur la voie maudite. Ciao! Communications offline.